Ok, alors comment le président Eisenhower est devenu sans doute le premier TikToker de l'histoire? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode Smart Learn. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, sache que tous les jours, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleurs conseils, théories, scoops, exercices pratiques pour s'améliorer dans la communication pharmaceutique. Si ça n'est pas déjà le cas, tu peux aussi me rejoindre dans mon canal privé Telegram, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo, et tu auras accès gratuitement, au même titre que tous mes autres plus fidèles abonnés, à mes contenus surprises, mes plans secrets et mes meilleurs partages. Ceci dit, on attaque notre épisode d'aujourd'hui avec notre fameux Ruther Reeves, qui était l'ennemi de David Ogilvy. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, tu pourras les regarder après. Sache que dans cette petite série, on regarde ensemble tous les plus grands communicants d'entreprises de l'histoire moderne, comment ils ont su façonner les opinions, comment ils ont su œuvrer dans l'ombre des plus grands industriels. Et aujourd'hui, on va voir qui était celui qui a réussi à promouvoir le candidat Eisenhower. Alors, d'abord, Ruther Reeves, avant d'être un grand publicitaire, c'est quelqu'un qui a bossé pour les politiques. On est en 1952 aux États-Unis et d'un seul coup, les Américains voient apparaître sur leur écran un candidat. On va avoir 28 spots de 20 secondes dans une mini-série qui s'appelle Eisenhower répond à l'Amérique. À chaque fois, c'est toujours la même constitution. La première partie où la réponse concise à la question est faite par Eisenhower, et toujours à la fin, un appel à l'action, votez Eisenhower. Sur ce, c'est assez surprenant pour l'époque parce que le parti adverse se dit mais comment on peut faire apparaître comme ça un candidat à la télé ? Comment on peut espérer convaincre des Américains avec des spots qui durent moins d'une minute ? Et est-ce que c'est pas un viol finalement de la Constitution en 1934, un acte qui disait que l'équité du temps de parole est primordiale et que on ne peut pas la dépasser. Ça, c'était un coup de Ruther Reeves qui a contourné cette obligation d'équité de parole en considérant que le fait de passer à la télé dans son propre spot publicitaire, ça n'était pas compté dans un temps de débat. C'était quelque chose de supplémentaire. Et les spots vont être validés par les autorités. Donc forcément, cette première apparition télévisée pour des présidentielles, forcément tu te doutes que ça marque un point pour le camp d'Eisenhower. Et concernant l'autre camp, ça leur laisse une longueur de retard, puisque même si dans leur esprit, ils ont beau clamer que on ne vend pas un candidat aux élections présidentielles comme si on vendait aux gens un chewing-gum ou du dentifrice, eh bien ça va faire un carton, parce que Eisenhower va paraître pour quelqu'un de novateur. Un petit peu comme les hologrammes de Mélenchon aux élections de 2012 ou 2017. C'est quelque chose qui montre que on est l'homme du futur, du progrès, et puis l'homme de la proximité, avec cette réponse concise et concrète. Voilà pour ça, tu comprends pourquoi c'était à l'époque quelque chose de stratégiquement très efficace. Bon, il y a quand même eu, ça a quand même nécessité une journée dans laquelle on a fait tourner 40 enregistrements à Eisenhower. Ruther Reeves lui a convaincu d'enlever ses lunettes, de mettre une jolie chemise pour être un peu plus présentable, disons, un peu plus vendeur. Et puis, finalement, la stratégie a payé puisque on pouvait, avec la télévision, sélectionner les États d'Amérique où on voulait diffuser ce spot. Pour les États qui étaient un peu plus réticents à Eisenhower, il suffisait d'aller sur ces câbles qui achetaient du temps d'antenne pour finalement leur passer l'idéologie d'Eisenhower. Voilà pour ça, c'est comme ça que on apprend à connaître le fameux homme de l'ombre, Ruther Reeves. Et puis lui va s'illustrer
Contrairement à son ennemi Ogilvy, qui lui était plutôt dans le soft sell, Reeves va lui être dans le hard sell, c'est-à-dire dans la vente dure. Ça va être la vente répétée où on va y aller un peu plus au bourrin. Alors, lui a lu Laswell, qui est un grand communicant, et va être à l'origine de ce qu'on appelle la proposition de vente exclusive. C'est-à-dire que quand tu veux vendre un produit, soit tu montres que ce produit possède telle qualité, tel avantage, ou mieux encore, tu t'arranges pour que ce produit soit le premier à revendiquer cet avantage. Je vais te donner un exemple concret. Reeves a créé la pub La Listerine Stop la litose. C'était complètement novateur pour l'époque, puisque c'était halitose, l'invention d'un mot nouveau. Et à partir de ce mot nouveau, on accordait telle propriété à tel produit. C'est aussi ce qu'il va faire avec Colgate en disant Colgate nettoie votre souffle pendant qu'il nettoie vos dents. Et ce spot, on va le laisser à la télé pendant 22 ans. C'est-à-dire qu'on va marteler et les gens finalement, même s'ils ne vont pas comprendre pourquoi on insiste toujours autant sur le même spot, vont finir par être convaincus par les propriétés de Colgate. À un moment donné, un journaliste curieux va demander à Russell Reeves « Mais pourquoi dans ce cas-là, si vous gardez toujours la même pub, pourquoi est-ce que vous continuez d'engager 120 personnes dans votre département marketing ?» Et Reeves va répondre précisément pour que on ne change pas la pub. Donc ça montre bien ce que ça veut dire, c'est que quand un spot télévisé marche, on l'exploite jusqu'à temps que ça ne marche plus en fait. C'est vraiment cette idée de tirer sur la corde au maximum. Et puis on va profiter de la télévision pour montrer le produit en action. Chose novateur ici. Un petit peu comme, tu dirais, certains dentifrices avec des petites boules bleues qui vont sur les dents. Alors on comprend pas bien exactement ce que c'est, mais l'idée c'est de comprendre l'idée générale, le mécanisme. Après les détails on s'en fiche, mais tu vois bien que ici ça doit être compris, le mécanisme du produit doit être compris pour n'importe quel consommateur, qu'il ait fait des études scientifiques ou pas. Donc voilà, c'est comme ça que Reeves va s'illustrer, en répondant aussi à cette fameuse question du pourquoi que Kennedy avait développé. Pas Kennedy le président, hein. Kennedy un autre publicitaire bien avant lui. Finalement, c'est à travers deux produits que je vais te résumer. On a d'abord l'antidouleur Anacin, pour un soulagement rapide. Donc tu vois bien que le slogan en lui-même est déjà très répétitif. Et puis on a les M&M's qui fondent dans la bouche, pas dans votre main. Donc c'est encore un avantage, tu vois, directement dans le slogan qui est cité ici. Que dire d'autre sur Russell Reeves ? Je pense que je peux te lire une de ses déclarations qui était très intéressante. Et je vais tout de suite te la lire. C'était pour répondre à la demande d'un de ses riches clients. Et ce riche client était exaspéré en disant « Je sais qu'au moins la moitié de mon argent publicitaire est gaspillé. Mon problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. » Et ça, c'est quelque chose qui te montre bien finalement la mentalité de l'époque, qui est que on commence à consacrer des budgets importants pour la pub, mais finalement, on commence seulement à tester les choses et à s'apercevoir que on peut faire des économies drastiques en analysant bien les statistiques. Donc voilà, c'est comme ça que Reeves va interroger 5000 membres testeurs, bêta-testeurs. Et puis, en fonction de leurs réponses, il va juger ce qu'on appelle le taux de pénétration. Autrement dit, est-ce que, après X jours, les personnes se souviennent de ce spot publicitaire ? Et puis, l'effet de persuasion, c'est-à-dire est-ce que ces gens seraient prêts à acheter le produit une fois la pub visionnée ? Donc voilà, c'est un peu comme Dichter, si tu t'en souviens bien, cette idée de
d'utiliser des panels de consommateurs à petite échelle pour voir à grande échelle si c'est rentable. Sauf que contrairement à Dichter, Reeves considère que les motivations inconscientes du consommateur sont inexploitables. C'est-à-dire que si tu as vu l'épisode sur Ernest Dichter, tu sais que lui était capable de cartographier les désirs inconscients du consommateur et promouvait l'idée que on peut justement essayer d'accéder à ces désirs inconscients. Reeves, lui, dit que c'est inexploitable et considère Dichter comme un canular freudien de ses propres mots. Sauf que finalement, la technique de Dichter va s'avérer beaucoup plus payante que celle de Reeves. Reeves, au bout de sa fin de vie, évidemment que la technique du hard sell, avec la répétition, le bourrinage pour vendre un produit ne marche plus aussi bien. On comprend maintenant que les gens ont besoin davantage de psychologie dans leur désir d'acheter. Et puis finalement, Reeves va publier en fin de vie, en 1961, Reality in Advertising, qui est encore aujourd'hui la base, l'une des références pour n'importe quel étudiant qui bosse dans la publicité. Voilà, j'espère que cet épisode sur Reeves t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'indiquer dans les commentaires si tu as un autre sujet que tu aimerais que j'aborde. Et ça serait avec grand plaisir de partager d'autres de tes opinions et points de vue, sujets. Et puis je te retrouve, si ça n'est pas le cas, dans mon canal Telegram privé, tout de suite, ou très bientôt dans mon prochain live SmartLearn. Je te dis à très bientôt, salut!